Lorsque je peins, mon esprit s'en va pour le dolpo. Au dolpo, tout est en mouvement. Ici, à Katmandou, ça ne bouge pas tant que ça. Tu prends le taxi comme ça. T'es assis derrière une table comme ça. Au bureau, pareil, tu comprends? Au dolpo, c'est... Des jours, il y a du vent très fort. Beaucoup de vent dans les cheveux. Et j'adore ce mouvement. Je fais ma peinture, et comme ça, je pense à mon pays, à ma culture. Je reste ici à Katmandou, mais mon esprit voyage au dolpo. Et quand j'arrête de peindre, je le sens, mon esprit s'est transformé. C'est un monde du bout du monde, suspendu entre ciel et terre, au cœur de l'Himalaya. Dolpo, un horizon perdu, dissimulé derrière les brumes du mythe, protégé par des chaînes de montagnes inaccessibles. Dans ces vallées de l'oubli où aucun arbre ne pousse, ils sont quelques-uns attachés à leur montagne, à leur existence fragile. Leur vie est un songe et le monde moderne qui s'approche a déjà entamé le voile qui les dissimulait. Depuis quelques jours, le soleil de l'été réchauffe le pays caché, fermé au reste du monde durant les longs mois d'hiver. Il fait beau, les portes du dolpo sont ouvertes et Pema Dorje rentre chez lui. Je me sens bien en été. Il fait bon. Ce n'est pas comme l'hiver, qui nous fait beaucoup souffrir. Tinkyu, mon village, est vraiment merveilleux. Il y a une rivière, tout est propre. En été, on peut se mettre sur l'herbe et prendre le soleil. C'est vraiment bien. Je voudrais que mon enfant pratique notre religion.
Nous sommes une famille dans laquelle il y a eu de grands lamas. J'aimerais vraiment qu'ils profitent de ce prestigieux lignage et de ces conditions favorables. Pour moi, ça n'a pas été possible de devenir moine. Je devais m'occuper de ma famille. Pour vivre au quotidien, on doit faire des choses qui ne sont pas autorisées à un moine. Quand tu fais du commerce, ce n'est pas toujours joli. C'est difficile de suivre la voie des affaires et celle de l'éveil de l'esprit en même temps. Pour mes enfants, si c'est possible, je trouve que la voie religieuse est la meilleure. En suivant les enseignements sacrés de nos maîtres et en pratiquant la méditation, ils pourraient devenir de grands lamas. Ouais, ce serait vraiment bien. Le bouddhisme se développe dans ces montagnes sacrées au 8e siècle, quand le Tibet voisin annexe le mythique royaume du Shangshung, dont le Dolpo est une province. On rencontre encore beaucoup de Bonpo, pratiquants de l'ancienne religion, le Bön. On raconte ici que les premiers habitants du Dolpo n'étaient autres que les maîtres de cette tradition, qui dans ces montagnes trouvèrent un lieu propice pour passer de longues années à méditer et parvenir à la connaissance suprême. Samling, le plus vieux monastère Bonpo du Dolpo. Yundrung perpétue la tradition des grands maîtres du Shangshung. Il veille seul aujourd'hui sur ce lieu hors du temps, au cœur de l'Himalaya le plus secret. Ici, depuis des siècles, sous la protection des montagnes sacrées, les lamas Bonpo se succèdent sur le chemin exigeant de l'éveil de l'esprit. On a fondé ce monastère à cet endroit parce qu'ici la montagne a une forme très spéciale. C'est un signe de bonne fortune. Si vous observez, il y a 3 pointes là-haut. C'est une forme très particulière. Il y a toujours des nuages accrochés et des arcs-en-ciel se manifestent en permanence. C'est comme des offrandes naturelles pour le monastère. Regardez. Je suis très heureux ici. Ce lieu est magique et très tranquille.
C'est parfait pour la méditation. Le simple fait de m'y trouver est agréable. Je ne sais pas si c'est le fait d'être là depuis mon enfance, mais chaque fois que je dois partir en Inde ou au Népal, je me sens obligé de revenir. C'est comme si mon esprit restait toujours ici. C'est un endroit magique, précieux. J'ai envie d'être moine depuis que je suis enfant. J'ai appris à lire les textes sacrés vers l'âge de 7 ans avec un grand maître. Plus tard, un autre lama m'a dit qu'il serait bon pour moi de devenir moine. Mon père est mort à peu près au même moment. Ma mère s'est retrouvée seule. Elle insistait pour que je me marie et m'a présenté une jeune fille. Je me souviens, j'étais vraiment ennuyé. Peu de temps après, la jeune fille est morte. Voilà mon histoire. C'est comme ça que je suis devenu moine. Je ne sais pas si c'est le fait de méditer, si c'est ce lieu, si c'est moi ou bien une bénédiction, mais je ne crois plus à l'aspect illusoire de ce monde. J'ai aussi acquis le pouvoir de contrôler mes émotions. Lorsque j'examine ma manière de vivre, je me sens en harmonie et chaque jour, ce sentiment se renforce un peu plus. Ça me rend heureux. Le résultat de notre comportement au cours de notre vie, nous ne l'aurons qu'après notre mort, dans la vie future. Quand on meurt, notre corps est brûlé et toutes les richesses accumulées au cours de la vie ne t'appartiennent plus. Tu ne peux rien emporter avec toi, même pas la plus insignifiante des choses. Au moment de la mort, il faut éviter que notre esprit soit anéanti en s'attachant à l'aspect matériel des choses. Au cours de notre vie, on pense à posséder plus, toujours plus. Quand tu meurs, tout ce que tu as accumulé sert à d'autres. Quand je réfléchis à ça, j'ai de moins en moins d'attachement à ce monde. Le chemin de mon existence s'éclaire et ma vie devient facile. Les lamas qui ne se marient pas, c'est bien. Mais après leur mort, il ne reste rien.
Les lamas qui se marient, eh bien, ils ont des enfants. Et après eux, c'est toute une tradition qui continue. Voilà, c'est ce que je pense. Le père de Sonam était un grand lama. Tout le village de Tingkyu s'apprête à commémorer l'anniversaire de sa mort. La famille, les amis se sont réunis dans la maison perchée sur la montagne, qui fait aussi office de monastère. La tombe du lama est décorée. C'est un shorten, une borne de pierre, un symbole. On tourne autour respectueusement pour obtenir des bénédictions. Bientôt, tous les villageois seront là pour se souvenir du maître, mais aussi de l'ami. C'est vraiment une belle vie. C'est très agréable et important d'être ensemble en famille lorsque des coups durs arrivent, comme un décès ou une maladie. On partage ses malheurs. C'est plus facile. Le bonheur pour moi, c'est quand il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison pour discuter ou pour prier. J'aime faire la cuisine pour tout le monde. Boire du thé, bavarder et s'amuser. Oui, c'est très agréable. Sonam se consacre à ses invités et les lamas préparent une cuisine sacrée. De la farine d'orge, de l'eau, le tsok est une offrande sous forme de nourriture adressée aux divinités protectrices. Il sera ensuite distribué à tous les habitants du village. Si au cours de sa vie, le lama, par son attitude, a pu blesser un de ses proches, la trace sera lavée et l'harmonie rétablie par-delà la mort. Mon père faisait beaucoup de méditation et de prière, et on pouvait le prendre pour un fou. Heureux ou triste, il ne cachait rien de ses sentiments. Mais les gens ici le respectaient beaucoup, parce qu'il avait de grands pouvoirs. Si une personne très bonne ou très mauvaise lui rendait visite, cela ne faisait aucune différence. Il leur parlait de la même manière.
J'aimerais bien que mes enfants restent attachés à notre pays, qu'ils s'occupent des champs et de nos maisons. J'ai 4 enfants. 2 sont partis à l'école au Népal. Et c'est bien parce qu'ils pourront se débrouiller dans la vie. Mais je suis aussi contente qu'un de mes fils reste ici et continue à vivre comme nous le faisons. Et qu'il s'occupe de notre monastère et de nos maisons. Le respect des parents est également une chose très importante. C'est intuitif, ça vient du cœur. Quand on est petit, nos parents s'occupent de nous en permanence. Aujourd'hui, nous avons grandi et nos parents sont vieux. Ils ont besoin de nous et c'est à notre tour de nous occuper d'eux. Il faut les aider comme s'ils étaient des enfants. Les laver, leur donner à manger. Nous devons faire attention à nos parents. La vie au Dolpo a changé. Avant, les anciens ne travaillaient pas et restaient dans les monastères pour prier. Il y avait beaucoup de jeunes pour travailler. Maintenant, ils préfèrent le commerce pour gagner plus d'argent. Alors, les anciens, on doit s'y remettre. On ne peut plus rester au monastère pour prier.
Chaque matin, on récupère le lait des chèvres et des brebis. Quand on a beaucoup de lait, ça nous rend heureuses. On fait du beurre, du yaourt. Le soir, on mange ça. On partage avec les voisins. C'est bien. Quand il y a beaucoup de travail, on s'entraide. On va chez les uns, chez les autres. Toutes les tâches sont partagées. C'est l'occasion de se voir, de boire du thé, de discuter. Il y a beaucoup de convivialité entre nous. C'est très joyeux. On est vraiment heureuse ici. On cultive aussi nos champs. L'endroit est bien. On est tout le temps dehors. C'est mieux que de rester enfermé à la maison. Pendant l'été, on a beaucoup de choses à manger et on a tout sous la main. Je pense que c'est le bonheur. En bas dans les villes, ce n'est pas la montagne. L'eau n'est pas toujours propre. Là-bas, quand les gens se lèvent le matin, ils ont l'esprit lourd. La personne qui nous voit pour la première fois peut nous trouver sales. Mais à l'intérieur, nous avons une grande fraîcheur et notre esprit est léger et joyeux. Il y a des gens qui sont riches et qui ont beaucoup de choses. Mais moi, franchement, je préfère être ici, au Dolpo. Notre terre est vraiment précieuse. Si tu travailles bien ta terre, elle te rapportera bien plus que les affaires vite faites. Si tu as un petit terrain, si tu t'en occupes bien, tu fais des canaux pour amener de l'eau, tu récoltes toute la nourriture dont tu as besoin. Le commerce, c'est éphémère. En revanche, la terre se transmet de génération en génération. La terre, tu l'as toujours. C'est le bonheur de vivre ici dans le Dolpo. On cultive un peu d'orge et aussi un peu de pommes de terre.
C'est tout ce qui pousse. Le reste, il faut aller le chercher ailleurs. J'ai commencé vers 14 ans avec mon père et mon oncle. J'en ai aujourd'hui 45, donc ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Parfois, tout se passe à merveille. Mais pendant l'hiver, des chutes de glace peuvent tuer des yaks. Comme ça, en un instant. Il y a des moments de bonheur, des moments de malheur, c'est la vie. Les caravanes de yaks, depuis toujours, permettent aux gens du Dolpo de survivre pour transporter la nourriture que la terre aride ne parvient pas à donner. Avant, ils s'en allaient au Tibet chercher le sel des montagnes qui était échangé contre de l'orge dans les vallées plus au sud. Mais ce commerce traditionnel tend à disparaître. Les yaks transportent aujourd'hui des produits chinois de première nécessité que l'on trouve en abondance sur les marchés tibétains, à quelques jours de marche du Dolpo. Le bonheur, c'est d'être ensemble entre amis, boire du chang, jouer au dé. Mais des fois, il faut marcher jour et nuit. On est tout le temps en mouvement dans le Dolpo. Parfois, c'est vraiment dur quand il pleut fort ou l'hiver quand il neige beaucoup. On doit monter la tente et faire du feu à toute vitesse pour se réchauffer. On ne peut pas faire autrement et il faut supporter le climat. Ce n'est pas toujours facile. Si un jour on construit des routes ici pour des camions dans le Dolpo, ah oui, ce serait vraiment bien. Dans la montagne, il faut marcher à pied et porter nos affaires sur le dos. Avec un camion, la seule chose à faire, c'est s'installer dedans et c'est parti. Si dans votre pays, vous connaissez quelqu'un qui puisse nous aider et construire une route, dites-lui surtout de ne pas hésiter une seule seconde. Les choses changent ici au Dolpo. Avant, tout le monde restait ici. Certains passaient du temps à méditer ou à prier. Maintenant, tout le monde s'en va l'hiver au Népal et l'été au Tibet. En voyant cela, je ne doute pas que tout va changer. La vie est ainsi faite. Cette femme a toujours des migraines.
Elle voit mal, ses yeux se ferment tout seuls. Elle a l'impression d'avoir un poids sur la tête. Je lui fais sortir le sang et tout de suite elle a la sensation de se réveiller. Au Dolpo, nous sommes médecins de père en fils. Avant moi, 5 de mes ancêtres étaient médecins, et mon fils est le 7e. Je n'ai jamais connu mon père. J'étais trop jeune quand il est mort. Je possédais tous ses livres, mais j'avais besoin d'un maître pour apprendre la médecine. Je suis parti voir Tenzin, le plus grand médecin du Dolpo. Je suis resté 3 ans avec lui et j'ai appris à connaître les plantes, à fabriquer les médicaments, à diagnostiquer les maladies. Il m'a appris à reconnaître les différentes formes de poux, par exemple. Beaucoup de ce qu'un médecin doit connaître, je l'ai appris avec Tenzin, mon maître. Quand on donne un médicament à une personne et qu'elle a de la fièvre, il faut imaginer que l'on est en train de lui verser de l'eau fraîche. Au contraire, si elle a froid, il faut lui apporter du feu. Notre médecine est efficace parce que nous donnons les médicaments avec compassion. En priant le Bouddha de médecine Sanghemele pour qu'elle guérisse à tout prix. Même si, comme médecin, je n'étais pas doué, il faut quand même que les médicaments révèlent tout son pouvoir. Chaque fois que l'on fait une action avec le cœur, eh bien ça marche. Il faut toujours soigner avec compassion. C'est plus efficace. Toutes les plantes sont utiles pour faire des médicaments. Bien sûr, ça dépend des maladies. Mais chaque plante a le pouvoir de soigner une maladie.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas les détruire. J'avais un grand maître, et il avait établi une loi selon laquelle il fallait préserver les espèces vivantes. C'était une loi que tout le monde considérait ici comme fondamentale. Même pour faire des médicaments, il ne faut pas arracher les racines des plantes, au risque de les voir disparaître. Il faut respecter la vie sous toutes ses formes. C'est une loi très importante. J'ai le sentiment de ne pas pouvoir changer grand-chose à la manière dont je vis avec ma famille. Je n'ai pas beaucoup de connaissances religieuses et je ne connais pas d'autres langues que la mienne. J'espère pourtant que les choses vont évoluer dans le Dolpo pour que notre vie devienne plus facile. Au Tibet, je vais vendre de la nourriture et au Népal, des vêtements. Et avec tout ça, je ferai des profits. Je vais économiser et quand il y aura une route, je m'achèterai un petit camion. Je ne veux pas faire de grosses affaires. Je préfère le petit commerce, de quoi subvenir à nos besoins. Le bonheur, pour moi, c'est être un bon être humain, ne pas voler, ne pas mentir. J'aime les traditions du Dolpo, notre manière de vivre. J'ai envie de continuer comme ça.
C'est une très belle culture, les femmes, tout, c'est vraiment beau. Et tout est mouvement. Nous avons une très belle culture. Mais beaucoup de gens chez nous ne le réalisent pas. En fait, ils adorent la vie à Katmandou, ils ne connaissent plus notre culture. J'ai peur que ce soit bientôt fini pour le Dolpo. Ils partent vivre à Katmandou ou en Inde, ils sont très jeunes. À Katmandou, nous connaissons plein de choses. Mais notre esprit n'est pas heureux. On connaît plein de choses et puis on veut ça, et puis ça, et encore ça, et notre esprit, bah... Ici, je suis comme ça. Et au Dolpo, mon esprit s'envole. Je suis resté 3 mois ici, eh bien je ne suis pas heureux. C'est comme si la vie s'étirait dans le Dolpo. Dans les villes, elle se rétrécit. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment la ville. Mon esprit retourne au Dolpo. Je viens du Dolpo. J'ai voyagé dans de nombreux pays. J'ai découvert d'autres cultures. Mais là, c'est fini. Je rentre au Dolpo. Agade.